Librement Linux. Et merci d'être fidèle au podcast. Et oui, c'est un nouveau numéro de Librement Linux. Vous savez, c'est le seul podcast qui aborde les solutions open source, Linux, l'informatique et le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français d'un texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513 V3. Je m'appelle Cédric et aujourd'hui, je suis accompagné de la team. Et notamment, je crois qu'il est nouveau celui-là. Bonjour Steve. Ça fait du bien de revenir à la maison. Coucou tout le monde. Welcome to home. Il s'occupe du site numetopia.fr, le Tux masqué. Salut. Salut, bonjour. Et en content de t'entendre, Steve. Ça fait plaisir. Comment on dit ? Ah oui, Monsieur Linux, l'ami Linux. Hello, comment vas-tu ? Salut les copains. Très bien. Merci à Enrique de Webbeats Music pour les jingles, tout ça. En fait, c'est sympa. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4 internationales, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Juste à temps. Bonjour, nous sommes le dimanche 24 septembre 2023, il est 21h09. Vous pouvez évidemment discuter avec nous sur le salon Matrix, Librement Linux Podcast. Vous trouverez plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. Et puis merci de nous écouter. On va commencer tout de suite par un petit billet. Librement Linux, le billet de la semaine de Steve. Ah, ça c'est pour moi celui-là. Allez, bonjour, comment ça va les loulous ? Moi je suis sûr que vous allez tous me dire que vous allez bien, comme d'habitude. Hein. Par contre, gardez quand même les micros ouverts les loulous, parce que j'aurai certainement besoin de votre intervention dans celui-ci. Bah oui, comme ça. Bon alors, je vais vous dire, pour moi ça va. Enfin ça va. Après une petite retraite quand même avec les moines Shaolin au fond de mon jardin, je vous avoue, j'ai commencé à apprendre à sonder le fin fond de mon être tout entier, quitte à limite effleurer les limites du trou noir, bien connu pour avoir absorbé Ulysse 31 et son équipage. Et il y a que les vieux qui ont la référence à ce sujet-là justement, hein Cédric ? Ah bah oui. Mais on n'est pas ici pour parler de moi parce qu'en vrai, on s'en fout, vraiment. La question c'était comment aborder la saison 2 de Librement Linux avec le biais de Steve justement, car c'est vrai, hein, j'aurais très bien pu vous parler des distributions Linux en abordant une distribution genre par exemple le Ubuntu Satanic Edition, mais à vrai dire on s'en fout vraiment, ou peut-être qu'une édition qui ne fait que vous surveiller, vous fliquer, vous forcer à la consommation de leurs propres produits, mais ça on connaît déjà, ça s'appelle Windows, donc on s'en fout carrément. Alors puis on m'a dit à un moment donné tu sais, pour la saison 2 ce qui serait vraiment bien c'est qu'on tourne tout ça sur le thème de l'horreur. Ah oui, ça c'est une excellente idée, hein, parce que c'est vrai, hein, de mon enfance, elle a été pas mal perturbée par beaucoup de clichés de l'horreur. Et même qu'il y en avait un à propos d'un pingouin. Non, en fait, non, c'était pas un pingouin. Non, finalement, ça n'avait rien à voir. C'était un dessin animé et c'était Bibi Phoque. Donc, rien à voir. Non, on s'en fout donc. Hein. Il y avait aussi cette déferlante de commentaires malsains d'un professeur d'université parisien qui tenait à utiliser une de mes vidéos pour m'afficher lors de ses cours. Et ça, c'est véridique, hein, vraiment, les gars. Hein. Et bien, voilà. Étrangement, en plus de ça, toutes ces interventions ont disparu du jour au lendemain. Donc, à vrai dire, là aussi, on s'en fout carrément. Alors, j'avais surtout envie de m'adresser finalement à tous ceux qui n'y connaissent rien à Linux, parce que c'est trop compliqué, c'est trop chronophage, etc., etc. C'est réservé à l'élite qui doit avoir un melon aussi énorme que le boule de Nicki Minaj. Parce que c'est vrai, hein, nous avons tous les meilleures raisons du monde en restant sur notre système d'exploitation dédié sur Mac ou sur PC. Et donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre vraiment ? Alors moi, je vous comprends, très sincèrement, je vous comprends, parce que regarder un tutoriel de Linux, c'est comme regarder un épisode de la saga des Vendredi 13 avec Jason le mort-vivant. Tu viens pour chercher une info et au final, t'as pas d'autre choix que de mater toute la vidéo. Et pire, hein, c'est qu'en fin de compte, c'est une torture en soi. Hein. C'est vrai, merde, hein, parce que en regardant et en écoutant les chroniques, ça a l'air tellement easy de la part du type qui raconte son histoire, mais en vérité, c'est à peine compréhensible pour nous, les néophytes qu'on est. C'est vrai. Donc, mec, je t'avoue franchement, je comprends rien à ton blabla. Et puis, de toute façon, j'aime pas ta voix de canard asthmatique de belge. Et en plus, si t'es roux, c'est comme revoir, par exemple, la saga des Chucky. Donc, voilà. Et au risque de vous faire fuir comme la petite greluche
grande gagnante des Miss T-shirt mouillés qui fera partie des premières victimes de Freddy Krueger. Bah ouais, Linux est monté derrière un mur inaccessible érigé par une communauté autoproclamée élite Toxic Avenger. Ouais, parce que nous, petites futures victimes des prochains crash, bugs, black screen, on aura beau tapoter de façon sur notre barre d'espacement en espérant pouvoir débloquer la situation, le coup de machette, il nous est tombé dessus et il nous a bien fondu le crâne. Alors, avec un peu de chance, les plus débrouillards, les plus téméraires ou même peut-être les plus courageux trouveront peut-être la solution, ou pas, finalement, parce qu'à la fin, il y aura toujours peu de survivants d'ici le lever du soleil. Enfin, du moins jusqu'au prochain épisode, de toute façon. Ou alors, j'ai peut-être aussi cette petite idée qui m'a traversé l'esprit. Si je vous parlais par exemple de mes prochaines vidéos qui seront diffusées sur ma chaîne, non, faudra quand même alors à ce moment-là se précipiter sur ma chaîne et pour ça, en vérité, je vous avoue, c'est pas le sujet donc on s'en fout. Très bien, parfait. Merci Steve. L'horreur continue, c'est ça en fait. J'espère. Pour tout le monde. Très bien. Et les nouvelles qui arrivent sont absolument atroces. Et justement, on va parler des nouvelles. Le jingle parle de brèves, mais on va mixer les brèves et l'actualité. Librement Linux, les brèves. Et le Tux, tu vas nous parler de GTA qui fête ses 10 ans. Oui, il y a 10 ans, le 17 septembre 2013, GTA V sortait sur PlayStation 3 et Xbox 360, elle n'était pas encore 65. Après, il a fallu attendre pour les avoir sur des consoles de nouvelle génération. En 2014, il est sorti sur PlayStation 4 et Xbox One, et enfin en 2015 sur PC. Et puis après, tout récemment, c'est un jeu qui a décidément la vie longue. Il est sorti sur PlayStation 5, Xbox Series S et X en 2022. Mais bon, au-delà des 10 ans de GTA 5, où est-ce qu'on est GTA 6 ? Parce que ça fait longtemps qu'on l'attend et que la communauté l'attend. Mais en fait, GTA 6, il y a eu une présentation l'an dernier, et suite à cette présentation, il y a eu une fuite massive de données qui a un peu refroidi Rockstar, l'éditeur. Ah oui, je me souviens. Et on n'en avait plus trop de nouvelles. Et puis là, pour les 10 ans, a priori, ils sortent le 5. Le 5 est déjà sorti, le 6 serait attendu pour 2024. D'accord. Voilà. D'accord. Putain, c'est chaud ça. Ouais. Un GTA tous les 2 ans à peu près, donc ça fait, c'est ça 10 ans, tu multiplies par 5, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, 5 x 2, 10, je me trompe pas. Non, après, je me souviens plus entre GTA, alors le 1, je m'en souviens même pas, le 2, le 3, le 4 et le 5, combien il y avait de temps entre chaque numéro. D'accord, bon, on va dire que c'est la moyenne, bref. Mais en tout cas, GTA 6, ça fait longtemps que les joueurs l'attendaient, je regardais au moment où ils annonçaient l'anniversaire, je regardais sur les forums, les gens ils posaient tous la question, où est-ce qu'ils en sont au niveau du 6 ? Ok. Les VPN vont-ils vraiment être interdits en France ? On s'est basé sur un article de numerama.com. Oui, donc toujours moi. Oui, le Tux, pardon. En fin de semaine dernière, le 15 septembre, il y a un média en ligne qui s'appelle L'Informé. On va encore en parler de L'Informé, donc retenez bien ce média en ligne, qui repérait un amendement du projet de loi SREN. Donc le projet de loi, on en a déjà parlé la semaine dernière, pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Donc un abonnement à ce projet de loi déposé par un député de la ex-République En Marche, maintenant Renaissance, pour interdire à tous les utilisateurs d'un réseau social de publier, commenter ou interagir en utilisant un réseau privé virtuel, un VPN. Mais c'est pas le seul, il y a eu plusieurs amendements. Alors, il y en a eu au moins 5 autres qui visaient toujours à limiter l'utilisation des VPN. Alors l'un voulait obliger les sites pour adultes de bloquer les VPN parce que si c'est un mineur qui l'utilise, faut pas qu'il y ait accès. Oui. D'autres demandaient à ce qu'il y ait un renforcement du bannissement d'un internaute sur les réseaux sociaux si il utilisait un VPN. Et d'autres obligeaient les VPN qui permettaient de changer d'IP à refuser
un abonnement à un mineur. Donc je ne sais pas comment on contrôle l'identité. Les services de VPN vont pouvoir contrôler l'identité des souscripteurs. Et il y en avait plein d'autres. Bon. D'accord. Heureusement, il y a plusieurs amendements qui sont tombés, qui n'ont pas été présentés, qui vont pas être présentés dans le projet de loi qui va être discuté dans quelques semaines maintenant. La rentrée se rapproche, la rentrée parlementaire. Ceux dont je vous ai parlé, visiblement, ils seront pas, les amendements n'ont pas été retenus. D'accord. Dû à quoi ? C'est dû à, il y a eu quelque chose ? Pourquoi ce revirement ? Alors, concernant le premier amendement du député Mounir Belhamati, en fait, quand l'informé a publié l'information sur Internet, derrière ça a fait buzzer les réseaux sociaux, tout le monde a vu rouge, il y a eu des critiques de toutes parts et tout ça, et le lundi, a priori, il retirait son amendement. D'accord, mais il en reste encore. Mais alors... Il y en a d'autres dans à peu près la même trempe sont tombés. Par contre, a priori, il en reste encore 2, dont l'un qui demande au gouvernement un rapport formulant des recommandations pour lutter contre l'usage illicite des VPN et encadrer tout le contournement de la vérification d'âge par les sites. Mmh. Et un autre amendement vise à faire en sorte que les VPN ne permettent pas à accéder à un réseau Internet non soumis alors celui-là il est très grave, non soumis à la législation ou à la réglementation française ou européenne. Donc ça, grosso modo, tous les services VPN, je sais pas s'ils respectent ça, mais comme ils sont pas en France la plupart, je suis pas sûr qu'ils aillent se soutenir. Donc ça veut peut-être dire qu'en France on interdirait l'utilisation des VPN. Tout court. Encore une hérésie. Une hérésie, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, si, carrément. Si on parle d'entreprise, un VPN ne peut pas être interdit. C'est le principe de la sécurité quand tu te connectes à un réseau privé. Mais bon. Ouais, non, mais je pense pour les utilisateurs, le grand public, on va dire. Oui, on est d'accord. Entre professionnels, vous avez toujours le droit d'utiliser des VPN pour faire du point-à-point entre deux sites. Par contre, le grand public, vous allez l'oublier. C'est bizarre. Ouais. Avoir un client OpenVPN sur sa machine, ça doit être un acte illégal. C'est comme chiffrer les données, c'était illégal à un moment. Putain. Oui, Steve, tu vous utilisez des VPN, vous ? Moi, ici en Belgique, j'en utilise pas, mais c'est vrai qu'on peut éventuellement utiliser ce que vous proposez, c'est-à-dire NordVPN, etc., etc. Enfin, moi, pour ma part, j'en utilise pas. En tout cas, en Belgique, pas du tout. Mais je viens de me faire la réflexion du coup, je me dis, mais finalement, l'Internet autorisé en France, en tout cas, vu comment ce qu'en fin de compte, il va être agencé et réglementé, finalement, vous avez autant de chances, franchement, d'aller sur Internet en Corée du Nord. Je sais pas, quoi. Mais la vérité, c'est un truc de fou quand même d'imaginer qu'en réalité on va être amené à ça, et que pire des cas, ça veut dire qu'en fin de compte il va y avoir à un moment donné une émergence du développement de tout ce qui est darknet. Donc ça veut dire qu'en fin de compte les gens, plutôt qu'effectivement de pouvoir faire confiance à un VPN ou quoi, ils vont commencer à s'intéresser à Tor, etc. Et donc finalement je ne vais pas dire que c'est mieux ou moins bien, parce que finalement les gens vont contourner d'une certaine manière, et je crois que c'est encore moins encadré quand on va dans le dark web. Donc finalement est-ce que finalement, en fin de compte, un gamin qui va regarder une bonne femme à poil sur Internet n'a pas plus de chances carrément d'être régulé par ses propres parents plutôt que par l'État français, quoi. Je sais pas, quoi. Donc, Non, mais t'inquiète pas, bientôt ça va être toute l'Europe, parce que ce qui arrive en France, ça va être transposé au niveau européen. Et puis vu ce qui va nous attendre comme députés européens dans quelques mois, je pense que ces gens-là, ils seront tout à fait d'accord avec ce type de législation. C'est ça, avoir la main mise. Punaise, ça fait peur. C'est chaud, quoi. Ouais. Bon. Donc tu seras aussi concerné, Steve. Ah oui, assurément. Tout ce qui se passe en France, à un moment donné, de toute façon, va finir par tomber en Belgique. Tout ce que j'espère, c'est que finalement, on soit quand même pas non plus victime de trop de répression, et qu'on soit trop, voilà, quoi. Mais bon, nom de Dieu, quoi. Merde. Je pense qu'en plus, c'est le problème principal de la France, de s'assurer qu'on n'utilise plus de VPN. C'est ça, quoi. Et toi, Ali, tu utilises un VPN ou pas ? Moi, j'ai rien à cacher, moi. Non, oui, mais t'as peut-être bien envie de voir ton émission préférée sur un autre pays, tu vois, je sais pas, moi, utiliser Netflix à Bangkok, ou je sais pas trop bien, non, je sais pas. Non, mais ça t'arrive jamais de regarder la télévision belge ? Je l'attendais chips, allez, putain, c'est bon, quoi. Les informations belges sont assez... Enfin, les informations sur la France
des pays francophones m'intéresse fortement. Bien souvent, j'apprends des choses que tu n'entends absolument pas du tout. Ça passe mais vraiment sous les radars en France et tu apprends beaucoup de choses sur ton propre pays en écoutant ce qui se passe sur les infos des autres pays. Bon, pas besoin de VPN, là, tu t'abonnes au podcast et au podcast belge ou suisse et ça marche bien. Ouais, mais bientôt, on risque d'interdire, comme en Chine ou en Russie, tout l'internet étranger à rentrer sur notre territoire. Donc interdire l'information. Voilà. Très bien, allez, on va enchaîner. Non, mais bon, faut pas oublier, cette semaine, il y a eu quand même 4 journalistes qui ont été en garde à vue. Oui. Ouais, c'est vrai. Que ça. Ouais. Ça fait parce pas qu'on beaucoup, s'intéressait soit à la police, soit à l'armée, mais bon, c'est... Bon, on va déraper, on va enchaîner. Mince, on va se retrouver en garde à vue, nous aussi. Oui, c'est ça, on va enchaîner. Et il paraît d'ailleurs qu'il y a un ministre qui suit notre podcast. Il paraît qu'il y a un ministre qui suit notre podcast. On va vraiment déraper, donc on va enchaîner, s'il vous plaît. Allez, Google ne réparera pas les Pixel Watch génération NT, nous informe, et le Dux masqué nous le rapporte. Oui, donc en fait, Google faisait une présentation en début de semaine, je crois, pour annoncer le Pixel Watch deuxième génération. Donc Pixel Watch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la montre connectée Google, quoi. Et ben en fait, pour Google, et donc lors de cette présentation, ils ont été interpellés pour savoir, vous sortez une deuxième génération, mais la première génération, ça serait bien qu'on puisse la réparer. Et réponse de Google, tout à fait assumée avec une position très claire, c'est: actuellement, nous n'avons aucune option de réparation sur les Pixel Watch. Voilà. C'est une réponse parmi tant d'autres. Hein. Voilà. Bon, on achète un truc, pour eux, c'est du consommable. Et puis derrière, sauver la planète, on n'en a rien à faire. Un peu le greenwashing. Voilà. Bah écoute, Balek. Merci Google. Balek. C'est ça. Et puis bon, je vais continuer aussi, toujours autour de Google. En fait, The Informer, un magazine en ligne américain, a repéré une communication qui était passée un peu en loose day de Google pour annoncer Gemini. Alors Gemini, c'est un super nom pour annoncer, qui est le nom donné au projet qui viserait à renverser GPT-4 et ChatGPT. Ah bon? Parce qu'ils ont lancé GARP. Bon, mais GARP, a priori, c'est qu'une toute petite brique de Gemini qui a un plan. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, il n'y a aucune annonce là-dessus. Donc, pendant ce temps-là, Microsoft, il a toujours les coups des franches et il peut avancer. Tu veux dire Bard ou Gart? C'est Bard. Bard. Ouais, Bard. Très bien. Excusez-moi. Ok. Et là, on va parler du noyau Linux qui, le LTS, le support à long terme, passerait à 2 ans. Ouais, parce que bon, on est un podcast sur Linux, mais on n'a pas beaucoup parlé de Linux jusqu'à présent. Non, on a parlé des petits copains. Pour cette deuxième saison. Ouais. Et donc, là, il y a cette semaine, les développeurs du noyau ont annoncé que les noyaux LTS, qui étaient jusqu'à présent supportés pendant 6 ans, ils allaient passer à un support de 2 ans. Alors actuellement, il y a 6 noyaux LTS qui sont encore maintenus, le plus ancien, c'est le 4.14, suivi du 4.19, 5.4, 5.10, 5.15 et le dernier en date, le 6.1. Et le numéro complémentaire. Voilà. Le 4.14 doit s'arrêter en janvier 2004 et jusqu'à présent, comme c'était 6 ans, il y en avait plein les autres que j'ai nommés précédemment devaient être encore maintenus. En fait non, il y en a un autre qui va plus être supporté, c'est le 4.19. Alors, pourquoi cette décision? En fait, un développeur du noyau qui nous indique que en fait les anciens noyaux sont pas utilisés. Alors je suis pas tout à fait d'accord parce que quand on prend des vieilles distributions qui sont encore soutenues, genre Debian, genre Ubuntu, Debian 8, Ubuntu et tout ça, on a encore ces vieux noyaux qui tombent et tant qu'elles sont soutenues, pourquoi changer de distribution? Donc, mais en fait la véritable raison, c'est un problème de personnel. Pour le développement, il n'y a pas de problème. Il y a à peu près 1000 personnes qui ont travaillé sur la dernière version du noyau, 6, je ne sais plus combien. 5,
6.5 ou 6, non pas encore 6.6, 6.5 je crois que donc il y a à peu près 2000 personnes qui ont travaillé sur le noyau, donc pas de problème. Mais par contre du côté des mainteneurs, bah là il y a un gros problème, ils sont beaucoup moins nombreux et 2 mainteneurs se sont exprimés en disant attention, warning, les mainteneurs se sont en train d'épuiser, il y a plus assez de mainteneurs et donc aidez-nous, ça ne peut plus durer. Bah donc première solution qu'ils ont trouvée, c'est de rabooter les supports à long terme pour éviter d'avoir trop de noyaux à venir. Donc à la place d'en avoir 6, il n'y en aura plus que 3. D'accord. Donc c'est contre l'épuisement en fait. C'est contre l'épuisement en fait. Bah en fait c'est parce que contre l'épuisement du peu de mainteneurs qu'il y a, s'il y a eu beaucoup plus, s'il y avait au moins 2000 personnes comme il y en a pour développer le logiciel, peut-être qu'ils pourraient maintenir plus de produits. Alors c'est pas un problème d'argent, parce que de l'argent ils en ont. Mais par contre, c'est un problème de gens qui veulent consacrer du temps bénévolement ou que leur entreprise leur accorde pour maintenir le noyau. L'ami Linux et Steve, vous arrivez à comprendre cette décision ? Voilà. Je rigole, je rigole parce qu'en fait, je me dis, voilà, la première chose qui me vient à l'esprit quand j'essaie de voir le côté positif des choses, et je me dis, maintenant, c'est encore avec mon œil de nouveau dans l'univers Linux, et je me dis finalement, est-ce que ce serait pas plus intéressant, effectivement, à ce moment-là, de pouvoir justement un petit peu plus redynamiser les mises à jour des LTS. Et donc, c'est-à-dire que à ce moment-là, on serait plus à avoir des releases de façon plus constante et plus régulière et plus plutôt que effectivement peut-être traîner avec j'ai envie de dire entre guillemets des casseroles qui finalement qui seraient peut-être pas nécessairement en tout cas d'un grand intérêt. C'est la question que je me pose maintenant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Non, alors, pardon. On a un invité mystère que je veux pas trop vous divulgacher avant qu'on pas pour tout de suite. On arrive à lui, voilà. Mais je pense qu'il a un avis intéressant sur la question. Mais on lui reposera la question tout à l'heure. Et c'est le sujet, autant qu'ils le disent maintenant. Oui, vas-y, ami mystère, on te voilà, on te présentera après. Il a pas le micro. On m'entend ? Oui. Oui, c'est bon. Oui, ça y est. Je dirais que pour moi, les distributions ont toujours eu ce fâcheux problème de ne pas vouloir avancer de peur de soi-disant instabilité, que ça fiche le bazar depuis toujours. Bon, ça fait très très longtemps que je suis un Linuxien très lourdement, on va dire. Et franchement, quand t'as des nouveaux matos qui sortent, que t'as le noyau qui est pas compatible, quand t'as des problèmes, t'as que des emmerdes du fait de pas avoir un noyau à jour. Les noyaux, on devrait être obsédés par leur mise à jour, au contraire. Alors après, en LTS, évidemment, parce que bon, on peut pas se permettre sur des serveurs comme ça, mais vouloir tout le temps absolument rester avec des vieux trucs, pour moi, Debian, l'état d'esprit est bon, mais en pratique, c'est très fréquemment une source de catastrophe. Alors, je suis d'accord avec toi. Après, je vois, Debian, quand ils ont sorti une version, ils restent sur cette version-là pour toute la durée de vie de la version, ce qui est, à mon avis, comme tu dis, une bêtise. Après, moi, je suis pas forcément pour avoir toute dernière version du noyau. Je trouve que la politique d'Ubuntu sur ces LTS, c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait, au bout de 2 ans, ils mettent à jour le noyau dans la LTS. Ce qui fait qu'on on a 2 ans on a 1 an de retard par rapport aux versions up-to-date du noyau, mais on est entre deux, puisqu'ils ont comme ça, ils ont assez de recul sur le noyau qu'ils mettent dans leur LTS pour se dire qu'on garde une stabilité. Et puis après, il y a les versions type Fedora, là on change de version tous les 6 mois, donc tous les 6 mois on a un nouveau noyau. Et puis après il y a version Arch où là dès qu'il y a un nouveau noyau on l'a, et puis là on peut avoir des mauvaises surprises. Histoire de disque dur, ça me dit quelque chose. Tort finalement quelque part sur l'idée de redynamiser justement les sorties de noyaux. Ouais, ça va, je suis content, ça va, je suis pas si mauvais que ça. Et donc l'ami Illy. Je pense que vous avez bien résumé la chose. Ouais, je pense que vous avez bien fait le tour. Ouais. Très bien. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose aussi. Je pense que c'est une bonne chose, en fait. Ouais. Voilà. Parce que je pense que de toute façon, ils se sont réorganisés, ils ont cogité au problème, ils se sont réorganisés de manière à ce que ce soit le plus pratique pour eux. Et du coup, ça sera plus pratique pour nous aussi. Voilà. À mon avis, c'est une réorganisation interne. Ils en avaient besoin. Voilà. C'est un peu dommage parce que le problème, c'est ce qu'on appelle le legacy.
Et quand tu veux pas changer de matériel pour X raisons, parce que tu as du matériel qui coûte 100 000 euros et que tu veux pas le changer tous les 4 ans, mais que tu veux profiter des nouvelles technologies, parce que tu es obligé d'interfacer avec d'autres applis ou d'autres choses qui utilisent des nouvelles techno. Je vous rappelle que le XML, hein, il a pas 30 ans, qu'aujourd'hui, il y a plein de techno, le JSON, etc., qui sont apparus. Donc, alors, ok, c'est pas le noyau qui gère tout ça, mais j'ai que ça, excusez-moi, sous la main pour pouvoir en parler. Mais pousser les gens à faire des mises à jour plus souvent, ben des fois le matériel ne suivra pas et ça va être très 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 compliqué. Donc moi j'ai un exemple, la disquette 3,5 pouces. Oui, d'accord. Elle est restée trop longtemps, par contre. Le problème ne se présente pas vraiment avec le noyau. Ouais, mais par exemple, la disquette 3,5 pouces, moi, j'ai encore du matos qui a 20 ans ou 25 ans. Quand il tombe en panne, on me demande pas de changer le matos, on me demande simplement de changer la pièce qui est tombée en panne. Généralement, c'est l'alimentation. Et le truc, il a encore le lecteur de disquette, quoi. Donc c'est le problème du legacy. Alors ok, ça concerne combien? 2%, 3% des installations. Ok, mais est-ce qu'il faut vraiment généraliser? On a déjà largué le 32 bits, enfin 16 et 32 bits, il n'y a plus. Oui. Hein, oui, depuis 2007, oui. On est d'accord. Mais on a bien emmerdé à l'époque. Je sais même pas qu'il y a eu du 16 bits. Il y a eu du 16 bits avant le... Le 32 bits, oui, il y a même eu du 8 bits. Ah oui, il y a eu du 8 bits, le fameux mode étendu sur Windows. Enfin voilà, il y a eu plein de conneries comme ça. Voilà, on rentre dans l'histoire. Non, mais je pense que derrière, moi je trouve ça dommage qu'on rabote à 2 ans, parce que ça veut dire que tous les 2 ans, on fait un peu ce que fait Windows avec Microsoft, où à chaque fois qu'il sort une nouvelle version, maintenant tu changes de machine pour avoir la nouvelle version de Windows. Ce qui est, pour moi, un des intérêts de Linux, c'était de pouvoir installer des vieilles versions de Linux sur des vieilles machines qui étaient encore supportées. La version de Linux, je veux dire. Typiquement avec, voilà. Et puis là, ça veut dire, alors derrière, ce que ça veut dire, c'est que les équipes de sécurité de Debian, ils vont être obligés de voir quels sont les CVE et de faire la maintenance du noyau qu'ils ont encore dans Debian 9, qui est encore supporté pour assurer encore la sécurité de leur distrib. Donc, en fait, ils déportent le problème ailleurs. Ah oui, carrément. C'est ça. Après, moi, la réflexion, c'est de me dire, ok, les entreprises comme Google, Apple, Microsoft et tout ça, ils mettent des gens à travailler sur le noyau. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'ils mettent des gens sur la maintenance des noyaux. Ouais. Mais je pense qu'ils s'en foutent royalement, parce que quand tu vois leur réponse pour leur montre... Eux, ils ont un support LTS de 2 ans. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ils s'en foutent. En fait, le legacy, ils en ont strictement rien à foutre. Puis on le voit avec leur système Android. Hein, le matériel correspond plus à ce qu'ils ont sorti au niveau logiciel. Ben, écoute, tant pis, ton matériel sera plus maintenu. Point. Terminé. Ouais, c'est ça. Non, mais on est bien d'accord. Et c'est bien. Pour moi, c'est un problème parce que derrière, on voit, depuis tous les temps, il y a une accélération de la technologie, des nouveautés qui sortent et tout ça. Ça fait des millions de déchets. Et qu'est-ce qu'on en fait de tous ces déchets-là? Parce qu'il y en a très peu qui sont recyclés. Hein. On ne refond pas du silicium pour refaire du nouveau déchets, silicium. Puis problème économique. Enfin, il y en a qui sont pauvres et qui ne peuvent pas s'acheter un ordinateur tous les 5 ans. Même tous les 5 ans, c'est déjà trop. Le grand public, ils en ont rien à faire. Ouais. C'est dommage, le jour où ils arrêteront d'acheter des Windows. Ouais, bizarre. Si ils se font véroler par une machine, c'est pas grave, ça sera une bonne occasion, en allant voir un vendeur dans une marque qu'on citera pas, de se faire conseiller d'acheter un nouvel ordinateur et de pas réparer l'ancien, parce qu'il n'y a plus personne qui sait réparer. Ouais. C'est ironique. Hein. Par contre, c'est une très 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 mauvaise idée de vouloir installer une vieille version d'un OS, par exemple se rabattre sur une Debian 6 en disant au moins c'est compatible avec l'ordinateur dinosaure que j'ai. Tout simplement, c'est parce que derrière vous allez utiliser un navigateur qui n'est plus maintenu et qui ne sera pas mis à jour. Donc vous aurez toutes les failles de sécurité qui ont été découvertes depuis 2005 et donc vous allez tous les avoir en pleine figure, sans parler des certificats qui sont arrivés à expiration. Bref, ça va être une vraie catastrophe. Donc ne recyclez pas les vieilles distribution, c'est tout. Si vous avez choisi Debian, sachez que même dans les dernières versions de Debian, la rétrocompatibilité avec l'ancien matériel chez Debian, elle est quand même assez formidable. Hein. Ils mettent assez peu de trucs de côté. Ça va arriver, la prochaine Debian va abandonner le 32 bits. Très bien. Par contre, effectivement, Joe vient de soulever un petit point là. Si tu utilises des Flatpak,
Effectivement, t'as pas les problèmes. Merci pour Mais l'info. non, c'est pas compatible avec les anciennes distributions. Voilà, merci. Non, parce que pour utiliser Flatpak, il faut avoir au minimum des bilans neufs. Ah ouais. Je vais aller chercher des chips. Avant, c'est pas possible. Voilà, La voilà. suite. Et sur MS-DOS, ça marche pas non plus. Allez, on va attaquer une grève. La CNIL, pousse son expertise sur les enjeux de la protection des données personnelles liées à l'IA. Une news de Next Impact est poussée par le Tux masqué. Oui, donc en fait, cette semaine, le gouvernement et la CNIL, ils étaient un peu en bise-bise pour dire c'est moi qui vais m'occuper des IA et de réguler, de contrôler, de comprendre comment ça marche et de protéger les données personnelles. Et voilà. Donc en fait, la semaine dernière, la CNIL annonçait se présenter devant les députés pour dire qu'ils avaient une expertise sur les IA et qu'ils pouvaient donc surveiller, réguler les enjeux et s'assurer des enjeux, contrôler les enjeux de la protection des données liées aux IA. Au début de la semaine, c'est Elisabeth Borne qui, alors je sais plus dans quel cadre, mais faisait une annonce en disant nous on va créer un comité de l'intelligence artificielle qui s'occupera aussi de contrôler, réguler et s'assurer que les données personnelles sont bien protégées. Peut-être qu'ils se mettent d'accord les deux. Après, ce qui me fait peur, moi, c'est de me dire au niveau du gouvernement, ça veut dire que ce comité, il va changer en fonction des personnalités qui seront à la tête du gouvernement. La CNIL étant censée être une juridiction indépendante, j'ai bien censé parce qu'ils sont quand même sont quand même élus désignés par notre exécutif. Ça pourrait se dire le comité qui crée, il pourrait perdurer sur du long terme et avoir vraiment le temps de développer une expertise. Et puis en plus, c'est dans les services publics, alors s'ils font un comité, est-ce qu'ils vont faire appel à des prestataires externes comme ils font pour pas mal de choses? Voilà. Ouais. Petit commentaire. Très bien. Elisabeth Borne, elle fait pas trop de... Excusez-moi, je vous ai interrompu, mais Elisabeth Borne, elle fait pas trop de l'ombre à Florence Foresti, finalement, cette femme-là? Oh merde. Non, mais sans déconner, mais franchement, c'est un sketch, elle toute seule en Belgique, quoi. Elle me fait rire, cette dame. Oh, il n'y a pas qu'elle. Ah, pardon. Mais on va faire le bête show là tout de suite maintenant. Allez, next, alors. Allez, next. La communauté de ceux qui ne regardent pas Netflix ni Amazon Prime sont en deuil. Peux-tu nous en dire un peu plus, le Tux masqué? Une news de Net Impact qui concerne Up2Box. Ouais, en fait, Net Impact se fait que de rapporter une information qui a été encore révélée par l'informé. On vous en a parlé plus tôt. Donc, Up2Box a perdu l'accès à ses serveurs. On se connecte. Oh merde, ils ont perdu le mot de passe. Et donc, derrière, ils ont fait des messages en disant on a perdu l'accès. Et en fait, la justice a saisi les serveurs de Up2Box. Moi, personnellement, ça me rappelle une histoire il y a une dizaine d'années à peu près maintenant, d'un service qui s'appelait Mega Upload. Exactement. Et qui faisait un peu chier tous les producteurs de l'audiovisuel et de la musique en hébergeant des fichiers illégaux, entre guillemets, que tout le monde téléchargeait, en plus avec beaucoup de débit, pas beaucoup de contacts. Up2Box, c'était à peu près la même chose. Et puis, là, les serveurs ont été saisis. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, derrière Up2Box, visiblement, il y avait au moins 2 Français. Et ces Français, ils sont intelligents, ils vont pas rester en France parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient être incarcérés. Ils sont à Dubaï. Sauf que cette fois, l'opération était un peu plus élargie et ils seraient aussi inquiétés à Dubaï. Ah bon? Ouais. C'est pas une terre d'asile, Dubaï, alors, pour les influenceurs, pirates et tout ça? Ça dépend des contextes géopolitiques, je pense. Alors moi, ce qui m'a fait rire... Alors, simplement une parenthèse, je vais pas être long. Ce qui m'a fait rire au début, c'est que quand j'ai eu l'info en live, entre guillemets, ils ont perdu l'accès au serveur. C'est quoi cette blague? Ils ont perdu la clé d'accès, le mot de passe. Je comprenais absolument rien à leur discours, en fait. Je me suis dit, tiens, ils se sont fait pirater, mais j'étais loin d'imaginer que c'était plutôt une saisie. Voilà. Moi, j'ai un truc à dire là-dessus. Up2Box, ils avaient le statut d'hébergeur. Donc maintenant qu'effectivement la justice les a saisis, dans tous les articles, tu vois entreprise pirate. Mais jusque-là, c'est quand même un dinosaure
de l'hébergement avec le statut légal d'hébergeur. Et en fait, ils ont été du jour au lendemain déclarés comme illégal par qui ? Par le GAFAM, pour les Belges, je traduis le major américain. Ouais. Non mais c'est le major américain, donc c'est Walt Disney, Amazon, tous ces gens-là qui ont décidé de dire que ça suffit, il faut arrêter en fait, la plateforme de téléchargement. Attends 2 secondes. Tous ces gens-là, non, c'est une précision, tous ces gens-là, ça s'appelle l'Alliance for Creativity and Entertainment, donc ACE. C'est eux qui mènent les actions en justice au nom de... Mais pas que des Américains, hein. Les Français aussi sont dedans. Universal Music fait partie Studio Canal, de ce genre-là. Studio Canal. Donc c'est vraiment alors c'est un groupe américain, mais ça regroupe tous les acteurs... Effectivement, c'est ACE, ouais. ACE, on dit. Voilà, ouais, Alliance for Creativity and Entertainment. N'empêche que, en fait, du jour au lendemain, cet hébergeur qui était totalement légal a été déclaré comme ils ont fait une saisie, et maintenant tout le monde dit que Up2Box c'était une plateforme du piratage et tout, voilà. Alors certes, je dis pas qu'ils avaient pas de films en téléchargement libre et que du coup ou de séries et de choses comme ça, mais n'empêche que eux, à la base, ce qu'on leur reproche maintenant du jour au lendemain, c'est pas... Alors, il y avait quand même eu un jugement, hein, il y a plusieurs fois, ils ont été inquiétés un peu par la justice, on leur a demandé d'essayer de contrôler un peu. Il y a eu le dernier jugement, c'était en février dernier, je crois que c'est en février, où en fait, on a demandé aux fournisseurs d'accès français de déréférencer Up2Box dans leur DNS, comme ça il était plus joignable. Bon, eux ils ont changé le nom, ça c'est à nouveau joignable. Mais après moi ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait Up2Box n'est pas les seuls, il y a plein d'autres services, sauf que les autres services il y a plein d'autres services. Mais alors attendez, laissez-moi terminer. Ouais. Les autres services, à la différence qu'on reproche, ce que la justice reproche, alors je n'avais pas compris si c'était que la justice française, la justice européenne, la justice américaine. Je sais pas qui a été à l'origine de la perquisition et de la saisie des serveurs, mais les autres services en question, visiblement, étaient bien plus conciliants pour supprimer les œuvres signalées comme illégales. Alors que Up2Box les laissait et ne tenait pas compte des DMCA. Donc les DMCA, c'est le terme pour dire faut virer. Et là, ce que cherche la justice, c'est des preuves justement que Up2Box a laissé faire, parce qu'ils sont hébergeurs et ils sont normalement protégés par justement ne pas intervenir dans les données, sauf s'ils sont saisis ou qu'il y a une requête officielle qui les saisit pour supprimer le contenu. Et là, ce que recherche la justice, c'est une preuve comme quoi ils ont laissé faire malgré les requêtes, malgré les choses qui peuvent s'apparenter. Bon, attends, j'en étais à où, moi, du coup ? Alors, le dernier jugement, la dernière fois où ils ont été inquiétés, c'était pas à ce moment-là, Tux Masqué. C'était le 11 mai 2023, où c'est le tribunal de justice de Paris qui les avait inquiétés. Et en fait, ils ont imposé aux fournisseurs d'accès Internet, effectivement français, les 4 fournisseurs français, de les virer, en fait, qu'on puisse plus les joindre de la France. Bon, ça a pas été... c'était marrant parce qu'ils ont refait le site Up2Box et du coup, ils ont fait .ue, Union Européenne, et du coup, ça marchait. Mais bon... Donc en fait, le truc, c'est que, ils étaient hébergeurs à la base. Et il y a un deuxième point que je voulais soulever, c'est que on a réussi à démontrer plusieurs fois, il y a eu plein d'études, en fait, qui ont démontré que les gens qui téléchargent des films et des séries, ou voire même d'autres choses, c'est pas des gens qui vont acheter à la base, qui vont être intéressés. Par contre, ça fait vendre parce qu'au bout d'un moment, en fait, il y a toujours des gens qui vont prendre une série ou un film ou quelque chose et après ils vont se dire c'était bien et ils vont éventuellement acheter le support. Donc en fait, ça fait plus de ventes, fait plus de ventes qu'autre chose. Ça, c'est des études qui ont été menées, mais ce major, ce CEF, mince, je sais plus. J'ai plus
Ace, ouais, merci Steve. Ils ont fait des études internes avec bien sûr des conclusions qu'ils voulaient, des choses qu'ils ont. Et ils disent qu'en fait le piratage, ce piratage-là, c'est des clients qui sont perdus. Alors ils ont même estimé à je ne sais plus combien 127 000 personnes qui n'ont plus d'emploi. Enfin, ils auraient pu créer 127 000 emplois et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est des études qui viennent de eux, alors que d'autres études qui ne viennent pas de chez eux démontrent l'inverse. Ça crée plutôt de l'achat. Donc ils sont un peu à côté de la plaque, mais bon. Voilà, donc en tout cas c'est fait. Uptobox, c'était un dinosaure de l'hébergement, il est décédé et moi je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, okay, ni pour ceux qui l'ont fait supprimer, ni pour les utilisateurs. Voilà. Okay. Ouais, je voulais juste préciser un truc, c'est que bon, là actuellement ils envoient les propriétaires d'Uptobox des messages. Comme quoi ils vont revenir, faut pas s'inquiéter. Les dossiers clients ils sont conservés, ils sont à l'abri de la justice, patati patata. Non, Uptobox c'est mort. Très bien. Effectivement. On fera peut-être un dossier là. On fera peut-être un dossier là-dessus. On perd là. On va perdre le conducteur autrement. Le conducteur est déjà parti loin. Je déconseille même d'utiliser des liens Uptobox. Voilà, au passage. Voilà. Très bien. De toute façon, le nom de domaine ne répond pas. Allez, on va parler des sélections de la sortie de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Le Tux masqué. Donc cette semaine, j'ai noté la sortie de SteamOS 3.5. SteamOS 3.5, qu'est-ce qu'il y a grosso modo? Je n'ai pas de Steam, donc de Steam OS, je n'ai pas pu le tester, mais est annoncé comme nouveauté une amélioration autour du HDR et de la gestion des couleurs, l'amélioration du variable refresh rate, ou en français la fréquence de rafraîchissement variable, avec des écrans connectés en USB-C. Et surtout un passage au noyau Linux 6.1 LTS. Autre sortie cette semaine, l'environnement GNOME qui passe en version 45. Principalement dans cette version 45, on trouve un indicateur d'espace de travail en haut à gauche à la place du bouton Activity, et dans cette barre en haut, on va aussi avoir un indicateur de la webcam et du micro actif si vous utilisez votre cam ou votre micro, ou qu'une application les utilise, ou que vous êtes sur écoute. Sinon, il y a des améliorations dans les performances du gestionnaire de fichiers Nautilus, qui permet notamment des recherches plus rapides. Quelques changements dans l'organisation des paramètres, avec une réorganisation cette fois-ci des paramètres de confidentialité et un bouton détail système dans l'onglet à propos. Sinon, le GNOME Software a deux nouveautés principales, qui est l'indication des mises à jour qui contiennent des correctifs de sécurité qui sont mis en un petit icône pour le notifier. Et deuxième chose que pour moi je trouve intéressante parce que je l'utilise beaucoup, c'est quand on désinstallera un paquet Flatpak, lors de la désinstallation, il va vous proposer un choix entre garder les données associées ou supprimer les données associées. Les données associées, ce sont des données qui sont dans un fichier caché de votre dans le home en point voir application, et là vous avez tous les dossiers, toutes les applications Flatpak bien écrire leurs données là-dedans. D'accord. Ce GNOME Software permettra la suppression, si vous le souhaitez, de ces données-là. Comme ça, quand vous repartirez, réinstallerez, vous repartirez comme si vous ne l'avez jamais installé. Et sinon, GNOME 45 vient avec deux nouvelles applis. Alors, c'est pas des applis qui apportent de nouvelles fonctionnalités, parce qu'en fait, c'est des applis qui visent à remplacer des applications déjà existantes. La première appli, c'est Loop Image Viewer, qui est une visionneuse d'images qui remplace Eye of GNOME. Elle est optimisée pour les interfaces gestuelles, donc écran tactile ou touchpad, où on a plein de gestes pour faire tourner les pages, les photos, passer à la suivante, lancer des diaporamas, etc. Et l'autre application, ça s'appelle Snapshot, ou cliché en français, qui vise, je dis bien qui vise parce que pour l'instant c'est pas le cas, à remplacer Cheese, qui était une application pour utiliser sa webcam pour faire des photos.
Ok. Voilà. Très intéressant. Sinon, cette semaine, je m'étendrai pas sur le sujet, je les ai pas testés, j'ai pas eu beaucoup d'informations sur les nouveautés, mais on parle de Matrix pour rester en contact avec nous. Matrix sort en version 2 avec des améliorations au niveau de la synchro, les groupes VOIP en natif, etc., etc. Et associé à Matrix 2 vient une nouvelle version d'Element qui s'appelle Elementix. Donc les Elements, c'est un client Matrix parmi tant d'autres, mais qui est supporté par les gens qui font Matrix. Je n'ai pas pu le tester puisque je n'ai pas trouvé de version Flatpak ou Deb installée sur ma machine, mais a priori il est déjà disponible sur téléphone. Et sinon, cette semaine, on vous en parlera de manière plus approfondie quand ça sera en version finale. Il y a 2 bêtas qui sont sorties, la bêta de Fedora 39 et la bêta d'Ubuntu 23.10. Affaire à suivre quand les versions définitives seront là. Eh bien, merci bien. Voilà. Allez, on va passer à l'invité. Alors, le jingle, c'est le dossier, mais c'est quand même l'invité. Librement Linux, les dossiers. Alors, c'est pas les dossiers, c'est le dossier. On va parler essentiellement d'Unity. Et c'est l'ami Linux qui va nous parler de ça avec son invité. Oui, alors il s'est passé quelque chose d'assez incroyable qui va révolutionner quand même le monde du jeu vidéo parce qu'il y a pratiquement 70% des jeux qui sont faits avec le moteur Unity actuellement. Je sais pas ce qu'en pense Joe au niveau du pourcentage. Donc Joe, c'est mon invité. Lui, il est développeur de jeux vidéo. Il développe sur Unreal Engine. Donc voilà, et donc en fait ce qui s'est passé avec salut Joe. Voilà, ce qui s'est passé avec Unity, c'est que le PDG, John Ricciello, tu avais vu, hein, j'ai fait de l'entraînement. Hein. Ricciello. Ouais. Ah, tu le dis bien, Joe. Bravo. Donc en fait, lui, ce qu'il a annoncé, c'est que il facturait en fait l'installation des jeux Unity de chaque jeu à 20 centimes de dollars et en plus avec un effet rétroactif. Donc, vu le nombre de jeux qui ont été faits, il y a des studios qui se sont amusés à calculer la facture qui allait leur tomber dessus. Et la plupart des studios, ils ont dit, c'est simple, on va mettre la clé sous la porte. Il y a aussi des studios de jeux, ils faisaient des jeux gratuits que tu téléchargeais sur Android, sur ton téléphone, et ils gagnaient leur vie avec des annonceurs. Ils disaient, regardez, on a eu 100 000 téléchargements, combien vous nous donnez pour intégrer une petite pub. Donc ces gens-là, ils ont calculé qu'ils auraient dû payer beaucoup plus à Unity que ce qu'ils auraient gagné dans l'année. Ils se sont amusés à regarder en 2023. Donc il y a eu plein de gens qui ont râlé. Il y en a plein qui ont dit on change de moteur, qui ont migré. Ça a été une bonne chose pour le moteur Godot et notamment Unreal Engine. Et puis il y a des gens aussi qui ont soulevé la question du piratage, qui ont fait oui, mais si jamais moi mon jeu il est acheté et puis il est piraté, il est installé sur 20 ordinateurs, je paye une fois, je suis payé une fois pour le jeu et puis moi je dois vous payer 20 fois. Et Unity a déclaré une chose assez incroyable. Ils ont dit, vous inquiétez pas, on arrive à faire la différence entre les installations légales et les installations pirates. Ce qui inclut qu'ils ont de la télémétrie dans le moteur. Donc là, ça a soulevé aussi une colère parmi les développeurs. Et voilà, Joe, on en a discuté, on en a longuement discuté de tout ça. Et il m'a dit, Unity est mort. Voilà, Unity va mourir, voilà, très exactement. Je te donne la parole, Joe, dis-moi voir, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'en pense que Unity a perdu toute forme de... Comment dire plus personne ne leur fait confiance. Genre, vraiment, aucune société ne leur fait confiance. Toutes les boîtes indépendantes. On a notamment, il y a Bellular qui en a pas mal parlé, l'Irlandais du Nord, ils ont fait leur jeu, c'est The Pale Beyond sur Steam. Attends, j'essaie de le répéter juste pour le Pale Bellum. Non, Pale Beyond. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok, je vois c'est quel jeu, mais je le répéterai pas. C'est un jeu de survie d'équipage pris dans les glaces, dans un glacier, de navire pris dans les glaces. Ouais. Inspiré d'un fait réel. Bref, c'est fait avec Unity.
Et effectivement, donc ils ont pu, comme le patron est également un YouTuber, il en a beaucoup parlé. Et bon, tu vois bien que enfin, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que tu te retrouves à payer plus que ce que tu gagnes. Sans parler du fait qu'ils ont essayé de faire ça gratuit, enfin de retirer ces frais à des gens en leur faisant du chantage, en disant bah, vous vous barrez d'Applovin, donc le concurrent, hein, et à la place vous venez chez nos copains mafieux qu'on a achetés il y a quelques temps, la mafia de la pub, comment ils s'appellent ceux qui est spécialiste en spyware, que Unity a racheté récemment. Mince, tu m'en avais parlé, j'ai pas le nom. Mince. Bon. Ouais, bref. Et autrement, toi, tu penses qu'il y a à peu près 60-70% des jeux qui sont faits avec Unity, ou je t'ai vu faire la grimace quand j'ai dit ça, 70% des jeux, c'est énorme quand même les jeux qui sont faits avec Unity. C'est terrifiant. Hein. Ça fait longtemps que tu estimes que 70% c'est à peu près juste. Moi, je dirais qu'il y a 2 jeux sur 3 qui sont faits avec Unity actuellement. Ouais, je sais pas le chiffre exact, mais honnêtement, quand tu regardes, j'avais regardé un petit peu sur Steam, j'avais regardé un petit peu dans les projets itch.io et choses comme ça, et tu vois clairement qu'il y a beaucoup trop de projets en Unity. Surtout qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu dommage, parce que bon, t'as pas mal de ces projets qui sont très bien sur Godot, par exemple. Ouais. Ils sont sur Unity simplement parce que c'est là qu'il y a le plus de tutos. Et donc, bah, pour la formation, c'est pratique. Je veux dire, t'as plein de... Tu sais, quand tu vas sur les plateformes d'enseignement, que ce soit bon, on va pas les faire de la pub, on va dire toutes ces plateformes que je n'aime pas beaucoup, tu as des cours pour former ton personnel et tes devs à Unity. Donc forcément, quand t'es patron d'une petite boîte, t'as ta petite PME, ton truc, bon, bah, tu te dis, je vais aller là où j'ai le matos le plus fiable pour entraîner mes devs, quoi. Bon, ouais, bien sûr. Hein. Bien sûr. Après, il paraît par contre Unity, il est un petit peu difficile quand même à prendre en main par rapport à d'autres moteurs. Non, pas plus que ça. D'accord. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Il m'a dit d'autres moteurs sont plus faciles à utiliser, mais effectivement, il y a plus de tutoriels sur Unity. Mais une fois que tu commences à utiliser, je vois que Steve, tu veux nous dire quelque chose ? Ouais, j'avais une question en fait, une question tout à fait personnelle, hein, parce que il se trouve que mon fils est en 2e année d'études justement en tant que développeur de jeux vidéo. D'ici en Belgique, en tout cas, on a une école qui commence à être réputée à ce sujet-là. Et justement, le moteur de développement, je vous le mets dans le mille, c'est Unity. Et en fait, l'ASI, donc en fait, il a développé son premier jeu pour terminer sa première année, qui en fin de compte est sur itch.io et qui fonctionne très très bien. Et fatalement, en tant qu'étudiant, il le diffuse et tout ce qu'il fait, c'est essayer de récupérer un peu sa mise pour pouvoir financer un petit peu toute sa com autour de son jeu. Mais ma question est, finalement, aujourd'hui, il est en 2e, il a encore 2 ou 3 cycles à faire comme ça. Ça vaut encore la peine qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant, on leur impose encore Unity, ou est-ce qu'il faut impérativement, de toute urgence, faire en sorte que justement l'axe pédagogique tombe sur un autre moteur ? Tu as répondu. Merci. Bon, allez, je vous laisse, salut. Et c'est pas parce que Unity est gratuit justement pour les écoles et pour l'apprentissage que tout le monde saute dessus. Mais c'est comme Microsoft et comment ils s'appellent les autres salopards, Adobe et compagnie, hein, ils ont toujours fait ça. Hein. Ouais, donc c'est pour ça, et ça, je pense que ça changera pas, sauf si la maison d'en face propose également un moteur gratuitement. Oui, tu oublies que Godot est free and open source. C'est un fausse. Ouais. Ouais. Oui. Tu m'avais parlé aussi, Steve, Joe, tu m'avais dit aussi qu'il y avait une boîte là qui était un petit peu en colère. C'était APP. Applovin. Ouais. Applovin, ouais, c'est le concurrent. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le concurrent publicitaire. Et ils ont proposé à des gens de leur enlever donc le frais d'installation. Et en échange de venir chez eux et d'abandonner Applovin. Donc c'est de la concurrence totalement déloyale, hein, c'est totalement... de toute façon, ils allaient se prendre une class action pour ça dans la figure. Les mecs avaient carrément décidé ils avaient tous envoyé chier sans exception et avaient systématiquement coupé la pub. Ils avaient fait des blocages, en fait, tous les développeurs Unity ont coupé les pubs, en fait. Il y a eu un énorme blockout. Tous les moments qu'il y avait des pubs qu'on pouvait rapporter à Unity, même vaguement, c'était coupé. Il fait qu'ils étaient en train de perdre de l'argent et de toute façon leur action ne vaut plus rien. Donc, d'ailleurs, si vous voulez acheter des actions Unity, allez-y, hein, mais bonne chance. Il faut espérer que ça remonte derrière. Mais ça ne vaut plus rien, ouais. Mais en plus, tu me rappelles qu'il y a quelqu'un qui a vendu, je ne sais plus, toutes ses actions. Il y avait 30 000 actions Unity. Comment ?
pour 2 millions et quelques d'actions, ouais, c'est le CEO. Il les a vendus un jour avant l'annonce. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est plutôt. Hein, je crois que je sais plus si c'était en début d'année ou en fin d'année dernière, je sais plus exactement. Mais dans tous les cas, il préparait déjà son plan quand il a vendu. Hein. C'est impossible qu'il ait pas su. Le mec, tu sais, ce genre de truc, ça se fait pas comme ça. Hein. Ouais. Le gars, il a prévu ça. Il faisait partie du comité, je pense. Hein. Il était actionnaire. Il faisait partie des actionnaires majoritaires. Enfin bon, peu importe. Non, mais le mec, c'est le PDG. Hein. C'est le CEO. Tu veux dire, c'est le son du parrain, s'il vous plaît, à l'enregistrement. Ah, c'est lui, c'est le John Ricciello qui a vendu toutes ses actions de. Bien sûr. Ah ouais. Ah bah là, il risque. Léger délit d'initié. Il risque d'être inquiété du coup. Ah ouais. Mais là, du coup, ils ont inversé le truc. Donc maintenant, on est à peu près à un coup. Alors, sur des petits projets, ça reste quand même plus intéressant, sur les relativement contrôlés avec Unreal, mais sur des gros projets, on arrive à un coût qui est à peu près équivalent entre Unreal et Unity si on est sur des jeux qui marchent bien. C'est-à-dire sur des jeux qui se vendent à plus d'1 million d'exemplaires. Ouais. Le coût entre les deux devient assez kiff-kiff, puisqu'on est obligé d'avoir des licences par site, par poste, on dit en français, pardon. Et pour les enfin, en gros, t'as besoin d'avoir quand même une certaine assistance de la boîte qui fait le moteur dans ces cas-là. Quand tu es dans les grosses boîtes, sinon tu galères. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des licences donc par poste. Tu as une assistance qui est évaluée chez eux en fonction du nombre de. Et d'ailleurs, pour ça que depuis qu'Unreal fait ça, on n'a plus aucun support sur les petits comme moi qui n'avons pas ce genre de licence qui sont juste sur le gratuit. Maintenant, on peut se brosser pour avoir un développeur qui. En fait, les développeurs peuvent venir sur le forum parler des problèmes, mais ils le font sur leur temps libre. D'accord. Gratuitement, okay. Bénévolement. Ils font travailler des esclaves, littéralement, chez Epic. Ouais. Ils sont charmants. Bon, en tout cas, c'est bien pour tous les autres moteurs qui vont, parce que les gens ils vont migrer et puis on va avoir des jeux un peu plus diversifiés. Donc Godot, ça va être très bien pour eux. En plus, ils étaient déjà connus, mais par contre, ils sont pas encore au même niveau qu'Unity. Mais ça risque ils risquent de bien s'améliorer si tout le monde va dessus, non ? Alors, c'est très puissant quand même. C'est-à-dire que c'est très très mûr. Hein. Maintenant, ils ont même leur shop. Ils ont un magasin, ils ont un tas de plugins, ils ont une bonne compatibilité. De toute manière. Ils utilisent donc du Vulkan Mobile. Hein. Ils font de l'ES3, mais ils ont leur propre petit langage de shader. Le truc se fait transcrire tout seul. C'est plutôt cool. Ça passe en métal aussi. Il y a un convertisseur pour les conneries. Pour Apple, je veux dire. Mais disons que ce qu'il y a de bien, c'est que Godot, tu vas vraiment de manière native, intelligemment sur diverses plateformes. D'accord. Alors, c'est sûr que ça va pas avoir les capacités d'Unreal si tu as besoin de faire de l'éclairage réaliste, etc. Mais en pratique, ce que faisait Unity, c'est la plupart des utilisateurs d'Unity, ils utilisaient le moteur, le rendu de base, le super léger, pour pouvoir faire du stylisé. Vraiment, et en fin de compte, Godot le fait aussi bien, voire mieux, et plus légèrement. Donc, et puis, il a son JDScript, il a un langage script spécifique qui est très facile. Qui est fait pour que même un ado puisse apprendre en quelques instants à coder avec leur propre éditeur de code intégré. Honnêtement... Comme ça, on sait qu'est-ce qui va être utilisé prochainement dans l'école de l'enfant du fils de Steve. Voilà. Okay. Non, mais les écoles ne devraient utiliser que du FOSS, sans déconner. Soyons raisonnables. Quoi. Oui. Comment ça se fait que les écoles européennes soient encore... Enfin, là, la commission devrait dire aux États, maintenant, arrêtez de faire les cons, on n'utilise que du FOSS dans l'administration, point mort. Mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure, hein, en fait Unity met à disposition en tout cas toute une bibliothèque de tutos et compagnie, tu vois. Donc à mon avis, je pense que le côté professeur, c'est juste j'ai pas envie de préparer un cours, j'ai juste à aller pomper ce qui est dispo sur le net. C'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait les deux gros Unity et Unreal, ils incitent les gens à faire leur travail, c'est-à-dire à faire des tutos et à les vendre, etc. pour se mettre en avant. C'est-à-dire qu'il y a même eu des Unreal Grants pour des gens faisant leur boulot. C'est-à-dire qu'ils leur ont offert des chèques pour avoir fait des vidéos, des machins, des tutos sur leur moteur et avoir amené des gens, des gamins à les utiliser. Excellent. Du graissage de pâte pur et simple. C'est un peu comme Microsoft qui offre des clés aux universités pour utiliser Windows sur les. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Très bien. Merci pour cet éclairage, Joe.
Merci. Ouais, c'était cool. Vraiment. Merci très bien. Enrichissant. Librement Linux touche à sa fin déjà, les enfants. Oh, quel dommage. J'espère que ce numéro vous a... Comment ? N'oublie pas la musique du parrain pour à chaque fois qu'on dit Ricitel, s'il te plaît. Très bien. N'importe quoi. Je ma basse. C'est bien, on est dans le thème de l'horreur, alors c'est parfait. Il faut bien le dire. Ouais. Merci à Enrique de Webbeats Music pour les jingles, la musique, tout ça. Cet épisode a été diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0. La team Librement Linux vous souhaite une agréable semaine. Steve, l'ami Linux et le Tux masqué. Rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Allez, un petit suppôt et au lit tout le monde. Bye.